La dernière invitée du jour dans les débats de l'été sur Sud Radio. Bonjour Béatrice Denas. Bonjour Thierry. Je vous ai connu il y a plusieurs années. Longtemps. Oui, vous étiez une journaliste accomplie et reconnue et vous vous appeliez Bruno à l'époque. Alors personne ne savait alors que vous vous sentiez femme depuis toujours, ni vos collègues, ni vos amis, ni votre famille. Oui, en fait, je l'ai caché très longtemps parce que d'abord, le premier problème que j'ai rencontré, tout bêtement, c'est qu'en fait, dès l'âge de 4-5 ans, donc c'est quand même très jeune, je savais qu'il y a un truc qui en effet qui collait pas en moi. Ça, je m'en étais bien rendu compte. En fait, intérieurement, je me sentais être une fille. J'étais avec un corps de garçon, donc 4-5 ans, voilà. Et sauf qu'à l'époque, c'était dans les années 60, on ne parlait pas de transidentité. C'est pour ça que là aussi, je voudrais parler aussi de l'actualité parce que quand actuellement j'entends, notamment parfois sur votre antenne ou ailleurs, le fait de dire qu'en fait c'est la transidentité, les transidentités, c'est une lubie, c'est une mode, c'est une épidémie, moi je regrette, dans les années 60, je n'ai subi aucune influence de qui que ce soit. Et il n'empêche que j'étais trans sans le savoir, puisqu'en fait, à l'époque, on ne parlait pas vraiment de transidentité, donc je ne savais pas. Et puis, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas pouvoir être écouté, pour moi, c'était une souffrance terrible, que ressentent d'ailleurs notamment de tout temps, même encore maintenant, même si on parle des transidentités, un jeune enfant qui, comme moi, se sentirait, par exemple, un petit garçon qui se sentirait fille. Si on ne l'écoute pas, il y a toutes les conséquences, on en parlera certainement, qui peuvent se produire. Et moi, je les ai connues, c'est-à-dire à des moments l'envie de disparaître, puisqu'en fait, on n'est pas écouté. Et puis, comme évidemment, on se moquait de moi dans la cour de récréation, si j'étais dans une école mixte, finalement, j'ai sombré dans une hyper-timidité, une hyper-sensibilité, et je me suis coupé du monde complètement. Je n'osais plus parler à qui que ce soit, hormis à mes parents. C'était vraiment une phase terrible. Et c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, comme on a la chance d'écouter les enfants, comme en effet il y a notamment des pédopsies qui écoutent, qui aident, il y a des parents qui aident aussi et qu'ils peuvent faire leur transition sociale que moi je n'ai pas pu faire, donc en fait continuant de vivre garçon en me sentant fille, et ça c'était une souffrance terrible, et je vous dis pas à l'adolescence parce que ça peut être compliqué. Donc voilà, aujourd'hui on a la chance de pouvoir écouter des enfants, de les aider, de leur permettre d'être ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent intérieurement. Pourquoi leur interdire ? Je trouve que c'est véritablement quelque chose qui est ignoble et puis surtout d'une grande souffrance pour les enfants trans. Dans votre cas, c'est à partir de la cinquantaine que vous avez décidé de commencer à révéler qui vous étiez vraiment et de commencer l'aventure de la transition que vous racontez dans un livre intitulé « Ce corps n'était pas le mien ». Comment vous avez fait pour vivre dans le corps de Bruno pendant toutes ces années jusqu'à la cinquantaine ? C'était dur, ça a été dur parce qu'en fait, j'avais l'impression, de vivre une espèce de comédie, qui n'était pas drôle d'ailleurs, c'est-à-dire de ne pas être moi-même. Et quand on n'est pas soi-même, c'est une souffrance terrible. Et c'est ça qui est fou, c'est que la plupart des gens qui ne connaissent rien à la transidentité, ils ont le droit, sauf qu'ils peuvent aussi se renseigner, ont des attitudes véritablement, anti-trans, de discrimination, de rejet, alors qu'en fait, intérieurement, c'est très, très, très dur. Et encore une fois, votre entourage proche, je précise que vous étiez marié, que vous avez eu des enfants. Je suis toujours. Vous l'êtes toujours, oui, bien sûr. C'était impossible d'en parler à cet entourage immédiat. Déjà, il a fallu, comme je vous le disais tout à l'heure, il a fallu que je comprenne ce que je ressentais moi-même. Donc, mettre des mots sur ce sentiment, sur cette souffrance que j'avais intérieurement. Il fallait que je mette des mots. Et heureusement, Internet est arrivé. Internet, ça a été pour moi extraordinaire parce que ça m'a permis véritablement de me dire je suis pas tout seul, parce que longtemps, jusqu'à ce que je puisse découvrir qu'en fait j'étais une personne trans, en fait je me disais, est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille, ou est-ce que je suis un monstre? Et se poser la question de savoir si on est un monstre, si c'est quand même très dur. Donc là, j'avais enfin une réponse. Sauf que ce que je disais aussi après dans les témoignages, c'est qu'en général, quand on révélait en fait cette transidentité, ça se terminait souvent très mal parce que le couple explosait, la famille explosait. Et ça fait peur quand même, parce qu'honnêtement, j'aurais jamais pu vivre seul en fait. J'avais besoin d'être vraiment en famille, parce que notre famille, on a vraiment voulu la créer avec ma femme, avec nos enfants. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
et j'avais pas envie que ça s'arrête. Et je pense que là, d'ailleurs, je l'aurais très mal vécu. Ce serait certainement très mal terminé. Donc voilà pourquoi ça a été très très long. Et comment a réagi votre famille au moment où vous avez fait les premiers pas sur le chemin de la transition? Ça a été déjà la révélation, ça a été quand même assez votre dur. Épouse, Oui, pour elle, c'était comme elle dit, c'était un tsunami, puisqu'en fait pour elle, elle est totalement tombée de l'armoire, si complètement, si j'ose complètement. l'expression. C'était pour elle. Enfin, elle s'attendait pas à ça, évidemment. Et apprendre que son mari est une femme intérieurement, c'était quand même assez compliqué. Ouais. Mais bon, elle m'a dit qu'elle a quand même beaucoup pleuré et j'en suis vraiment triste pour elle. Mais on a beaucoup discuté. Comme je dis souvent, en tant que bon journaliste, j'avais préparé un bon dossier de presse. Mais en fait, elle n'a jamais voulu le lire et elle a préféré discuter, ce qui était quand même beaucoup mieux. Et puis, jusqu'au jour où finalement, elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on va devenir ? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, si elle me pose cette question, c'est qu'a priori, elle a peut-être envie qu'on continue sur le même chemin, ce qui s'est fait. Et mes enfants, en fait, ils l'ont, je vais dire, très bien ressenti. C'est en fait la génération, j'allais dire, actuellement, on dirait la génération des 30-40 ans, qui m'ont dit, écoute, c'est ta vie, il n'y a pas de souci, on va te soutenir. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que m'a dit ma fille, notamment, en me disant, écoute, on t'a toujours considéré comme un papa poule. En fait, finalement, t'étais une maman poule. Et c'est vrai que j'étais très proche de mes enfants. Et ce qui a été le plus dur pour moi, en effet, c'était le fait de ne pas pouvoir, enfanter moi-même. Et c'est simplement un petit spermatozoïde qui a permis d'avoir 2 enfants. Honnêtement, c'est vrai que j'aurais préféré les porter moi-même, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a que les femmes qui peuvent le faire. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et aujourd'hui, vos enfants vous appellent toujours papa ou et je précise que vous êtes grand-mère par ailleurs. Voilà, donc en fait, ils ont pris j'allais dire pas le surnom, mais l'appellation que notre premier petit-fils m'a appelé Dada. Bon, c'est souvent aussi, c'est les premiers mots qu'ils peuvent dire. Ouais. Et donc, c'est resté finalement Dada, même si ça leur arrive de dire papa, et je m'en offusque pas, sachant que c'est aussi une réalité génétique, je dirais. Mais d'un autre côté, ça se passe très très bien. Et mes petits-enfants, le premier qui m'a connu sous les 2 formes, le jour où vraiment, parce qu'en effet, quand je travaillais encore à Radio France, j'osais pas. J'ai vraiment eu peur. Dans le monde du travail, on parlait pas, même si Radio France est une boîte plutôt ouverte, on ne parlait pas de transidentité. Donc tout le monde me connaissait quasiment, puisque j'avais été secrétaire général de France Info, médiateur des antennes de Radio France. Donc du jour au lendemain, passer de la condition masculine à la condition féminine, je me suis dit, tout le monde va se moquer de moi, ça va être très dur, je vais pas y arriver. Et donc j'ai attendu finalement de partir dès que je pouvais à la retraite, ce que je regrette beaucoup maintenant. Mais voilà, c'était très 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 compliqué. Et en fait, mon petit-fils au départ m'a connu donc garçon, et puis le week-end il me voyait soit garçon soit fille. Et puis un jour, quand je n'étais vraiment, notamment physiquement, qu'une femme, oui. C'est là qu'il m'a dit, bon, donc maintenant c'est fini Dada, parce qu'il m'appelait Dada garçon, Dada fille, donc maintenant c'est toujours Dada fille. Oui. Alors on va dire quelques mots quand même de cette transformation. C'est un long chemin que vous avez entamé après votre départ en retraite, effectivement. Cette transformation physique. Alors on dit pas trop transformation, on n'aime pas trop ce mot-là, parce qu'en pardon. Non mais il faut le savoir, c'est pas. Honnêtement, je vous en veux pas. Mais c'est vrai que transformation, ça voudrait dire en fait qu'on se transforme complètement. Alors c'est vrai que vous allez me dire c'est une forme de métamorphose en fait, mais il n'empêche qu'on considère qu'intérieurement on est déjà femme, donc on se transforme pas en fait. Mais physiquement c'est un parcours. Tout à fait. Comment ça s'est passé et vous en êtes où sur ce plan-là? Pour moi maintenant c'est terminé. Ça a été suffisamment long et compliqué parce qu'en fait j'ai fait, et je ne le cache pas, ce qu'on appelle une vaginoplastie. Donc en fait le petit truc qui pendait entre mes jambes que je n'ai pas supporté toute ma vie, si ce n'est pour avoir la chance d'avoir des enfants. Il n'empêche que ça de toute façon je ne pouvais plus le supporter. Il fallait vraiment que j'ai un corps de femme. Donc j'ai eu aussi une légère féminisation du visage. Donc c'est les 2 grosses opérations. Féminisation du visage, ça dure quand même quasiment 6 heures l'opération.
La vaginose, c'est à peu près 3 heures. C'est vrai que c'est dur, hein, c'est dur parce que ça fait mal. Mais quand on voit enfin le résultat du travail, et encore une fois, je dis un grand merci à ma chirurgienne qui est une véritable fée pour moi, qui m'a permis en fait d'être, voilà, enfin physiquement moi-même, ce qui était en fait... Enfin, c'est une erreur de la nature, et je suis vraiment heureuse d'être enfin qui je suis. Alors, quel conseil vous donneriez, on parlait des plus jeunes, des adolescents tout à l'heure, des enfants, quel conseil vous donneriez aux parents qui sont face à ce désir de transition chez leurs enfants? Moi, je dirais que d'abord, il faut écouter les enfants. C'est quand même, enfin, moi, ce qui me révolte, c'est quand je vois que surtout au niveau des ados trans, situation qui s'est révélée aussi avec les ados homo, il y a quelques années, puis ça existe encore d'ailleurs, ce rejet par des parents. Je me dis, comment des parents qui ont quand même enfanté, donc leurs propres enfants, peuvent les rejeter. Donc, moi, je trouve et j'admire en effet les parents. Alors sur le coup, ça fait forcément un choc, hein, c'est normal. Mais après, je connais beaucoup de parents qui accompagnent, mais vraiment courageusement, parce que dans la société, c'est pas facile, leurs enfants. Et comment on accompagne? D'abord, on écoute. Ouais. Et puis, bon, c'est vrai que ça engendre des grosses difficultés, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une société, on est dans une société qui reste quand même globalement transphobe. Hein, quand on voit les agressions, notamment transphobe, qui existent, elles sont quand même très nombreuses. Donc, en fait, c'est compliqué, mais le plus simple, en fait, c'est de se faire aider par un pédopsie. Hein. Alors, pas psy parce que c'est une maladie, parce que c'est une maladie mentale. Non, parce qu'en fait, les pédopsies, notamment dans pas mal de villes, à Paris, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, il y a une équipe qui est véritablement formé à ça et qui va écouter. Et contrairement à ce que disent tous ceux qui sont anti-enfants trans, ils vont pas subir des autres, parce que ça on lit notamment, et on lit en ce moment énormément de mensonges et de contre-vérités affirmant que les enfants sont opérés, que les enfants subissent des traitements hormonaux, mais c'est complètement faux. C'est uniquement pour faire peur, en fait, notamment aux parents ou aux personnes qui ne connaissent rien aux transidentités. Non, avant 18 ans, il ne peut pas y avoir d'opération génitale. Ça, mais sur les hormones, alors la Haute Autorité de Santé avec laquelle je travaille d'ailleurs, dit que le parcours de transition des mineurs peut comporter l'utilisation de traitements hormonaux dont l'impact est en partie irréversible. Alors, attention, parce qu'en fait, on mélange un peu tout. Il y a ce qui est utilisé, ce sont notamment les bloqueurs de puberté par exemple, pour un petit garçon qui ne supporte plus d'être petit garçon et qui ne supporte plus son corps et qui voit arriver donc la puberté avec toutes les transformations que ça va engendrer, ou une jeune fille dans le sens contraire, en fait, on peut bloquer la puberté, c'est-à-dire qu'en fait, on gèle, voilà. C'est totalement réversible. On nous dit c'est expérimental. Ça n'est pas expérimental puisque ce sont des médicaments qui existent depuis des décennies, qui sont utilisés pour les enfants qui ont une puberté précoce. Donc arrêtons de dire que c'est expérimental. Non, c'est pas expérimental. Ça ne pose aucun souci. C'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités qu'on voit dans beaucoup de journaux en ce moment. Alors ce qui est vrai, c'est qu'arriver vers à dessein. À dessein, forcément, c'est à dessein puisque c'est pour faire peur. Et comme quand même la majorité de la population ne connaît strictement rien aux transidentités, on croit parfois tout ce qu'on lit dans la presse. Alors c'est bien quand c'est vrai, mais là quand c'est faux, c'est vraiment dangereux. Et en fait, on arrive vraiment, mais vraiment, là je vais faire une comparaison, parce qu'en fait, tous ceux qui sont transphobes ou anti-trans ou anti-enfants trans, c'est exactement les mêmes qui ont existé dans les années 60-70, on dira, qui étaient férocement anti-homosexualité, qui étaient homophobes, qu'ils sont d'ailleurs peut-être encore, mais qui ont trouvé un nouveau terrain de jeu, je dirais, un nouveau combat. Ils ont eu donc le fait que l'homosexualité sorte du bois, qu'on en parle, alors que ça existe depuis la nuit des temps. Ensuite, il y a eu le mariage pour tous, donc il a fallu aussi s'opposer. Puis maintenant, il y a les transidentités dont on parle plus. Et là, voilà, on a trouvé un nouveau combat. Parce qu'en fait, ça va pas tout à fait dans la normalité de certains. Et surtout, on a trouvé un prétexte, ce sont les enfants trans. Alors c'est vrai, quand on lit certaines tribunes dans l'Express, Marianne ou autres, on se dit « Ah, mais c'est horrible ce qu'on fait aux enfants !» Sauf que c'est faux et que on donne des arguments qui sont complètement faux, qui ne sont pas scientifiques. Alors que par exemple mon association, puisque je suis coprésident de l'association Trans Santé France, nous on ne s'appuie
que sur des études scientifiques et des points scientifiques sérieux. Quel est l'objet de cette association ? Eh ben, cette association, c'est pour ça que je suis cofondatrice avec aussi des médecins, des personnes trans comme moi, des familles de personnes trans, des universitaires, des sociologues, des juristes. Et nous, on s'appuie, on n'est pas dans l'idéologie comme peuvent l'être les anti-trans. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est qu'il y ait une forme de respect et d'écoute, en effet, des personnes trans et d'aide. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on avance, à savoir le côté médical, parce qu'il y a encore... Par exemple, il y a des CPAM, donc des caisses primaires d'assurance maladie, qui, pour prendre en charge des personnes trans, exigent encore un certificat psychiatrique, comme si on était des fous ou des folles. Alors qu'en discutant avec le médecin conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie, j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait une note officielle qui sortent en disant que cet certificat psychiatrique n'avait aucune raison d'être. Donc on arrive petit à petit à faire avancer les choses. Avec la Haute Autorité de Santé, donc je suis membre du groupe, avec d'autres personnes qui sont des scientifiques, qui sont des médecins, qui sont des sociologues. On va aboutir normalement d'ici une année à peu près à des nouvelles recommandations qui vont cesser d'être en effet des recommandations qui étaient psychiatrisantes pour faire, là encore une fois, avancer les choses et nous permettre un vrai respect, une vraie bienveillance à l'égard d'une population qui n'est pas nombreuse, mais qui gêne certaines personnes qui sont sur un ordre moral, un ordre religieux, soit dans un conservatisme effréné et qui forcément lutte contre tout ce qui change la norme d'une société qui date de beaucoup d'années. Béatrice, rappelons justement que les personnes qui changent de sexe en France n'ont eu droit à aucune reconnaissance légale jusqu'en 2016. C'est donc très très récent, oui. Et il a fallu que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour faire évoluer son arsenal législatif. Quel a été justement votre parcours sur le plan administratif ? Ça reste quand même assez compliqué, même si cette loi de 2016 a vraiment fait avancer les choses. Et encore une fois, merci au gouvernement de l'époque d'avoir accepté et aux assemblées d'avoir voté cette loi qui a permis, par exemple, ce qui est fou, c'est quand même que jusqu'en 2016, si on voulait changer d'état civil, il fallait en fait subir ce que les associations ont appelé une stérilisation, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait une opération donc d'affirmation de genre, comme on dit maintenant, et non plus de réassignation, si on n'avait pas fait cette opération, on ne pouvait pas changer d'état civil. Donc ça, c'était un gros progrès. En revanche, et notamment, j'ai été entendu par le ministère de la Justice qui se pose des questions justement sur cette loi, peut-être la faire évoluer, ce serait vraiment bien, c'est qu'il faudrait arrêter cette judiciarisation des personnes trans, passer simplement par un officier d'état civil, comme c'est déjà possible simplement pour changer le prénom. Mais si on veut changer le sexe sur les papiers, il faut passer devant la justice. Il faut passer devant la justice. Ouais. Alors bon, selon les endroits, ça se passe très bien. Moi, ça s'est passé au tribunal de Nanterre. Franchement, comme une lettre à la poste, il n'y a pas eu de souci particulier avec des juges vraiment à l'écoute et vraiment très bienveillants. Mais il n'empêche que ça continue de poser quand même des questions, un peu comme le fait d'avoir un certificat psychiatrique encore exigé par certains médecins ou caisses primaires d'assurance maladie. Là, passer devant un tribunal... pourquoi passer devant un tribunal ? Oui, et puis la justice a peut-être d'autres trucs à faire aussi. Exactement, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit au ministère de la Justice. Je pense que la justice qui est quand même encombrée pourrait quand même se libérer de tout ça. Mais après, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est que une fois que c'est fait, il faut changer évidemment les papiers. Et puis c'est là qu'on est aussi parfois confronté. Je vais vous donner une anecdote moi qui m'a beaucoup énervé et qui montre quand même l'état de la société, c'est qu'en fait, quand on change les papiers, la plupart du temps, tout est gratuit, évidemment. Sauf, j'ai découvert une chose, c'est que j'ai une voiture, j'ai voulu changer ma carte grise, donc on passe par l'administration des titres, et ça se fait normalement facilement. Donc j'envoie mon nouvel état civil en précisant en effet que j'ai pas changé de voiture, j'ai pas changé d'adresse, j'ai pas changé de nom, je n'ai changé que de prénom. Et je reçois une note en me disant, écoutez, ça va vous coûter, je sais plus, c'était une 60aine d'euros. Donc là, je m'étonne en disant, mais pourquoi normalement c'est gratuit ? Et on me répond, oui, mais si c'était un changement de nom parce que vous êtes marié ou parce que vous avez divorcé, c'est gratuit. Mais ce qui prouve bien, puisqu'en fait la situation ne concerne que les personnes trans, ce qui prouve bien qu'en fait, c'est une forme de transphobie de l'administration, parce que quand on est une personne trans, on doit payer, la somme n'est pas forcément importante, mais une 50aine, 60aine d'euros
pour changer simplement un prénom sur la carte grise. Bon, il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des progrès à faire, notamment sur le plan de l'administration. Une dernière question, que vous inspire le débat sur la participation des femmes trans aux compétitions sportives féminines? C'est un sujet d'actualité. La ministre des Sports veut constituer un groupe d'experts d'ici à l'automne prochain. Alors c'est très intéressant parce qu'en effet, c'est vraiment un vrai sujet de débat. D'ailleurs, nous l'avons mis à l'ordre du jour de notre congrès qui se tiendra d'ailleurs cette année pour la première fois à Paris. Et on est super heureux d'être accueillis par la Cité des Sciences et de l'Industrie qui considère qu'en effet, la question trans, c'est une question scientifique qu'il faut aborder avec sérieux, ce qui est notre cas, et non pas avec des idéologies. Et on a mis à l'ordre du jour, justement, puisqu'on sera à la veille des JO 2024 à Paris, on a mis à l'ordre du jour cette question, justement, des transidentités et des sports, où il y a des fédérations en ce moment, notamment il y a la fédération de rugby qui a priori a accepté de venir nous voir. Il y aura Sandra Forgue, qui est une championne olympique, qui était homme et qui est femme. Mais votre sentiment? Mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas rejeter qui que ce soit. Simplement, il faut en effet des normes, et notamment il y a des normes qui existent en ce moment sur le taux de testostérone. En effet, il faut que ça reste régulier, mais il n'y a aucune raison d'interdire les personnes trans dès l'instant qu'on a fait exactement, d'ailleurs comme les femmes cis, les femmes, j'allais dire qui ne sont pas trans. Il y a aussi des contrôles de testostérone ou autres, donc pour égaliser aussi. Claudine Junien, qui est professeure de génétique médicale, a écrit un livre qui s'appelle « C'est votre sexe qui fait la différence », et elle explique que, nonobstant les histoires de testostérone, d'hormones, le sexe est dans chacun de nos chromosomes, et elle dit le changement de genre ne sera jamais un changement de sexe. Oui, alors ça c'est, c'est toutes les personnes plutôt anti-trans qui estiment que le sexe de naissance, le sexe biologique, puisqu'en effet, même si maintenant moi j'ai un vagin, j'ai des seins, il n'empêche que génétiquement, je n'ai pas été modifié. Les chromosomes sont les mêmes, oui. Voilà, sont les mêmes. Donc, mais c'est pas pour ça. C'est pour ça qu'en fait, il faut légaliser. Je trouve que la part du gouvernement, le fait d'instituer une commission dans laquelle je sais Sandra Forgue, donc qui viendra à notre congrès, sera présente. C'est une très bonne chose parce que pour l'instant, ça s'est fait au coup par coup. Pour moi, il est totalement anormal d'interdire les personnes trans, mais simplement en effet qu'il y ait des règles établies, qui soient des règles bienveillantes. C'est tout ce qu'on attend. Et je voudrais simplement dire un dernier mot, c'est qu'en fait, simplement, moi ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, nous, personnes trans, on n'est pas là pour faire la révolution. Nous, ce qu'on demande simplement, c'est à être respecté comme n'importe quel citoyen du monde de la France ou autre. On est des personnes trans, il y a des personnes trans, il y a des homos, il y a des personnes noires, il y a des personnes handicapées. Pourquoi des personnes qui ne seraient pas dans une norme blanche, hétéronormée ou autre, n'auraient pas le droit d'exister? On a tous le droit d'exister, d'être respectés autant que les autres. Donc voilà simplement notre combat. Notre combat, c'est pas de casser les pieds à qui que ce soit. Laissez-nous vivre. Merci Béatrice Denat. Je rappelle que votre livre s'intitule « Ce corps n'était pas le mien », c'est chez First. C'est la fin des débats de l'été.